Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Sagittaire du 5 juin 2020, 20h14 heure de Greenwich, donc axe Sagittaire Gémeaux. Pour revenir sur ce que c'est qu'une pleine lune, donc on est d'accord que c'est indissociable des énergies qui ont été avant annoncées par la nouvelle lune. Ici la nouvelle lune en Gémeaux, donc on se retrouve avec une pleine lune en Sagittaire, donc la continuité normale, avec je dirais une apogée, une intensité, une demande de porteuse d'énergie extrêmement forte au niveau de cette pleine lune. Donc parfois on a des énergies qui sont difficiles à canaliser. On a eu cette pleine lune en Gémeaux, cette nouvelle lune en Gémeaux, pardon, qui a vu un certain nombre de planètes devenir rétrogrades, hein, pour commencer à ouvrir un espèce de champ d'apprentissage pour l'humanité. Ces planètes, je vous les rappelle, on a commencé par Pluton, Saturne le jour du déconfinement, Vénus et Jupiter. Aujourd'hui, tout ce petit monde-là est encore rétrograde, et à ne pas oublier évidemment le passage du nœud nord, donc de l'évolution collective, qui est passé du Cancer en Gémeaux début mai. Alors, cette lunaison, cette pleine lune en Sagittaire, elle est importante parce qu'aujourd'hui, elle se couple à une des premières éclipses de l'année. Je me demande si c'est pas la première d'ailleurs. Donc il y en aura deux pendant le mois, c'est-à-dire qu'il y en aura une à la pleine lune et une à la nouvelle lune en Cancer le 21 juin. La première, c'est une éclipse de lune, la deuxième, c'est une éclipse annulaire de soleil. Ici, ça sera juste une éclipse dite pénombrale, qui donc aura lieu le jour de la pleine lune, mais qui aura lieu, je crois, un petit peu avant. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que elle a lieu donc avant la nouvelle lune en Cancer, donc on est sur une pleine lune en Sagittaire, et elle va augurer un espèce de bascule énergétique, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, en fait, la prochaine nouvelle lune est une nouvelle lune en Cancer, et il y aura deux nouvelles lunes en Cancer. Cette nouvelle lune en Cancer du 21 juin aura lieu tout début du Cancer, et la deuxième nouvelle lune en Cancer aura lieu juste à la toute fin du Cancer. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir dans cette lunaison une espèce de bascule énergétique, puisque d'habitude vous avez la nouvelle lune et ensuite l'apogée de la pleine lune, je dirais, qui déroule comme une espèce de fil l'énergie qui était initiée par le domaine, et on retrouve. Aujourd'hui, ça va être complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'avec ces deux nouvelles lunes en Cancer, on va se retrouver après à avoir une pleine lune qui va directement nous mettre en confrontation avec les apogées de problèmes et de ressentis, etc. Et il faudra les intégrer d'autant plus vite qu'il y aura après la nouvelle lune qui correspond à cette énergie qui ne surviendra qu'à la suite. Donc en fait, on aura une espèce d'impression d'accélération. On l'a déjà vécu, je crois, il y a 2 ans. Une accélération, c'est très récurrent. Et on va encore le vivre là, à ce moment-là. Mais à chaque fois, ça vient focuser sur des périodes particulières. Et ça nous met la lumière sur un domaine qu'il va falloir qu'on garde en mémoire, et en tout cas qu'on travaille sur de longues périodes. L'énergie qu'on voit dans les éclipses, ça dure un certain temps, hein. C'est-à-dire qu'on peut voir les matérialisations de ces éclipses jusqu'à 6 mois après. Ce qui nous donnerait bien évidemment la possibilité de voir une matérialisation
de cette éclipse qui se déroule maintenant et en fin de mois pour la nouvelle lune en Cancer, en janvier 2021. Alors, le jour de la pleine lune, avoir une éclipse de lune, alors que finalement c'est le moment maximal où la lune reçoit la lumière, c'est donc évidemment, on enlève cette lumière. Donc au niveau de la symbolique de la signification des éclipses, ça donne un accès direct finalement. La lune c'est quoi? C'est l'inconscient, c'est l'intuition, c'est l'imagination. Donc en fait, d'habitude, il y a la lumière qui vient quand même mettre un filtre. Ici, on n'est plus dans le filtre du tout de la lumière, on est dans le check direct et on est dans un accès direct à l'inconscient. D'accord? Donc, on est sur un risque potentiel à chaque fois que ça se passe de faire rejaillir d'anciennes peurs, de faire, je dirais, rebasculer d'anciens schémas inconscients dont on a pourtant l'impression que ça a été traité et qui reviennent finalement sur une espèce de mirage se rematérialiser. Donc il ne faut surtout pas avoir peur. Ça va, si ça a été bien travaillé, ça va bien évidemment se dissiper dès lors qu'on a conscience des choses. Par contre, ce qui n'a pas été matérialisé peut ressortir de façon assez brutale. Parce que quand on regarde le thème actuel de la lunaison, on s'aperçoit quand même qu'on a une lune noire en bélier, donc qui matérialise aussi cet inconscient. Et donc, cette lune noire en bélier, comme je vous l'avais dit il y a bien longtemps maintenant, on a l'impression que c'est quand elle est rentrée dans ce signe-là, je vous avais dit, mais c'est un peu violent, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est l'impression de toujours vivre avec une espèce de rapport de force, hein, de pression permanente. Et donc, c'est dans cet aspect, avec cette éclipse, on peut avoir très rapidement l'impression que on est face à quelque chose qui est très, très percutant, très angoissant, très agressif en fait. D'accord? Il y a une remontée, il peut y avoir une remontée de colère, de violence, même si paradoxalement, avec la lune noire, on peut détester ça. Hein. On peut ne pas vouloir, pas du tout entrer en compétition, mais avoir une colère noire après quelqu'un qui a pris notre place ou qui s'est mal conduit, ou etc., etc. Donc en fait, on est dans une forme d'impulsivité avec cette lune noire en bélier qui n'est pas forcément hyper maîtrisée. Hein. Je vais être clair. On est sur Mars qui maîtrise ce signe du bélier. Mars, comme on le verra plus tard dans la vidéo, il est en train d'aller en conjonction avec Neptune. Et donc, il y a un risque, évidemment, avec cette énergie-là, d'être manipulé, d'avoir je dirais, un sentiment d'être en connexion avec une action invisible, avec quelque chose qui est un peu nébuleux, avec finalement on ne voit pas très bien ce qu'on fait, il y a un flou autour de cette action, et il y a aussi un flou autour évidemment du fait même de ça, il y a un flou autour de cette remontée de lune noire liée à l'éclipse. Alors, avec d'ailleurs l'entrée de Mars, ça c'est pour l'anecdote, l'entrée de Mars en Poisson, ça a donné cette histoire d'odeur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette histoire d'odeur du soufre qu'on a, de soufre qu'on a senti à plusieurs endroits dans le monde. Donc on est sur une possibilité d'avoir une action chimique quelque part qui est évidemment en lien avec le signe des poissons. Donc ça, c'est une énergie typique de Mars en Poisson. Ça, c'est l'action totale chimique. Donc voilà, ça c'était la parenthèse pour l'éclipse de lune du 5. On va revenir à notre
pleine lune en Sagittaire. Donc cette lune en Sagittaire, c'est très intéressant. On a été confinés pendant pas mal de temps, et donc elle parle d'extérioriser finalement, de s'extérioriser finalement. Le Sagittaire, c'est la liberté, c'est le fait, c'est l'idéal aussi, c'est le fait de courir après quelque chose de concret, hein, voilà. Donc on a un besoin de s'extérioriser, on a besoin d'air avec une lune en Sagittaire. On a besoin d'air, on est toujours en mouvement, on a vraiment besoin de renouer le contact. On a besoin de la nature, on a besoin de réellement de faire corps avec quelque chose d'extérieur. La notion de liberté, donc je vous l'ai dit, est très importante. Et donc, dans cette opposition Lune-Soleil, il y a, je dirais, une espèce d'interrogation sur, évidemment, l'évolution de nos relations. Jupiter, donc, est bien sûr le maître de ce signe en Sagittaire, de cette lune en Sagittaire, et donc, Jupiter, normalement, il y a un signe, c'est l'accumulation, enfin c'est la prolifération, c'est l'augmentation, l'amplification. D'accord? Donc cette amplification, une exagération, va évidemment générer, en plus de ce relâchement généré par Saturne rétrograde, qui a évidemment mis une espèce de stop à cette impression de rigidité. Et là, on a une espèce de Jupiter rétrograde, donc qui va maîtriser ce besoin d'air et ce besoin de mouvement. Donc, on est sur quelque chose qui va être une espèce de boulimie, en fait, de mouvement, de boulimie, de contact, boulimie d'ouverture sur le monde. Donc on est face à quelque chose qui va vouloir être extrêmement mobile et multiplier sans avoir conscience qu'on est en train de multiplier des choses qui peuvent avoir une conséquence, en fait. C'est un petit peu ça le Jupiter, voilà, qui a la maîtrise et qui est rétrograde. Donc Jupiter qui est rétrograde ici va masquer en fait les conséquences de ce que peuvent être, ou les limites de l'exagération de ce besoin de liberté ou d'air, en fait. Le signe du Sagittaire, comme le signe du Gémeaux, comme la Vierge et le Poisson, sont des signes dits mutables. À ce titre-là, ce sont des signes donc, qui sont hésitants, qui sont doubles, et qui ils sont dits doubles parce qu'en fait ils terminent les saisons. Donc quand vous terminez la saison, vous avez un aspect de je finis ce qui est commencé, et un aspect de je porte en moi quelque chose qui va s'ouvrir. Voilà, c'est pour ça que ce sont des signes dits doubles, d'accord. Du coup, avec cette lune qui est en signe mutable et ce Jupiter rétrograde, on va avoir des choses qui vont être un petit peu ambivalentes, d'accord. On va vraiment avoir une instabilité chronique, un besoin, une soif de liberté, une soif d'entreprendre, une soif de mouvement, une soif d'action, d'accord. Donc le Jupiter, lui, même si en étant rétrograde, quelque part, on pense qu'il peut un peu peut-être freiner cette liberté, donc peut-être que ça, c'est ce qui va ressortir avec un Saturne rétrograde et un Jupiter rétrograde, c'est-à-dire que la liberté, oui, mais à 100 km de distance maximum, d'accord. Donc quoi qu'au 5 juin, peut-être que ça aura changé. Mais ici, finalement, le Jupiter rétrograde et cette pleine lune vont nous questionner sur la nature de la liberté qu'on nous jette, qu'on nous vend, qu'on nous... Voilà. Cette liberté, donc, elle se positionne dans la pleine lune. Donc, opposition lune
Soleil, donc le mouvement entre le Sagittaire et le Gémeaux. C'est notre façon de vivre ensemble qui est questionnée ici, et c'est aussi sur nos valeurs et notre idéal qui est questionné par cette lune en Sagittaire. Quel est l'idéal finalement pour notre quotidien? Qu'est-ce qu'on veut? C'est un petit peu ça, hein. C'est les valeurs particulières qu'on est en train de véhiculer au niveau de ce soleil qui est en Gémeaux, et qui en ce moment va nous parler de quelque chose qui est très loin de notre idéal, puisque ça va nous parler de la défiance, de la méfiance qu'on instaure entre les gens, avec la suspicion du virus, le port du masque, où il est impossible, où on a de la distanciation sociale, où on n'a pas le droit de s'approcher des gens. Les enfants dans les écoles, ils sont en cours de récréation sortes de parcs virtuels dans lesquels on mettrait même peut-être pas des animaux, mais les animaux domestiques, si porteurs du virus, pas porteurs du virus, si on mange de la viande d'un abattoir infecté, peut-être, voilà, c'est que des questionnements qui sont comme ça et finalement qui doivent euh, nous percuter pour nous montrer finalement si il y a du bon sens là-dedans. Parce que le Sagittaire, c'est quand même, voilà, c'est le sens pratique aussi, hein. Donc, les planètes qui sont devenues toutes rétrogrades là, et qui ont des énergies de questionnement, puisque la rétrogradation, on verra un peu plus tard la forme que ça prend, mais finalement, on a des difficultés avec cette lune en Sagittaire et ce soleil en Gémeaux à regarder des émotions ou analyser finalement une espèce de nouvelle mode de relation, un nouveau mode de relation qu'on nous impose. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, avec Jupiter et Saturne rétrograde, une certaine forme d'autorité qui ne dit pas son nom et qui pourtant passe au travers des mailles pour imposer une espèce de schéma de fonctionnement. Donc dans cette pleine lune, il y a quand même pas mal de choses et pas mal de questionnements, hein, qui sont bien évidemment véhiculés. Le Soleil, donc en Gémeaux, il n'est pas tout seul, opposé à la Lune. Il est en conjonction avec Vénus, dont on a parlé tout à l'heure, qui est elle-même rétrograde, et l'astéroïde Karma. Bon. D'habitude, une conjonction Soleil-Vénus, c'est quelque chose, c'est le bonheur, hein, c'est une belle conjonction, c'est une conjonction de bien-être, de bonheur absolu, d'entente, de relations, de belles relations. C'est également bon Vénus en Gémeaux pour toutes les prises de parole en public, pour les spectacles, le théâtre, la poésie, enfin tout, voilà. Ça, c'est le bon côté de la conjonction Vénus-Soleil. Bon. Sauf que, on l'a vu, Vénus est rétrograde. D'accord? Et elle est en proximité, et ils sont tous les deux en proximité de l'astéroïde Karma. Donc, déjà dans cette belle conjonction de bonheur absolu Soleil-Vénus, on se dit qu'avec une Vénus rétrograde, il y a peut-être un loup. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un côté, normalement, il y a le côté ludique qui est là, mais Vénus, rétrograde en Gémeaux, elle va nous inciter finalement à regarder comment sont fabriquées maintenant nos relations. D'accord? Sa rétrogradation fera qu'elle restera très longtemps en Gémeaux, puisqu'elle quittera, je crois, le Gémeaux le 7 août. D'accord? Ce qui est très long. Et donc, c'est une réflexion sur les relations qui nous est posée, qui est loin d'être anecdotique. D'accord? D'autant que si Vénus en Gémeaux, on va, je dirais, associer ça d'abord aux relations, Vénus, c'est malgré tout la planète maîtresse du Taureau. En s'étant un petit peu chahutée au niveau financier, on peut se dire que le Taureau, avec les fluctuations de matériel et d'argent,
il y a peut-être à regarder à deux fois. En effet, une Vénus rétrograde en Gémeaux, conjointe Soleil, donc maîtresse du Taureau, ça peut peut-être aussi parler d'une monnaie qui est généreusement donnée de façon dispersée avec le Gémeaux et qui est pas tout à fait, enfin, elle masque quelque chose, Vénus en Taureau, d'accord? Il n'y a pas cet effondrement économique qu'on aurait peut-être dû avoir tout de suite. Cette rétrogradation et cette liberté de monnaie, finalement, va masquer quelque chose, d'accord? La présence de l'astéroïde Karma, d'accord, en Gémeaux, donc associé à tout ça, c'est évidemment euh, un focus sur la façon dont on communique Karma en Gémeaux. D'accord? Donc, on communique finalement d'une façon qui peut-être, on nous dit, c'est attention à ce que vous mettez dans la communication. D'accord? Il y a peut-être un peu de manipulation. Il y a peut-être une information qui est détournée, qui est utilisée pour nous orienter, qui est utilisée pour communiquer des choses qui seront plus facilement acceptées ensuite. Bon. On voit cette communication, on le voit tous les jours avec les principaux médias notamment, qui vont relayer des informations, qui vont nous aider finalement à pouvoir nous faire à l'idée que il y aura telle et telle chose, que finalement ça se fera pas, ou qu'on n'aura pas de vacances, ou que voilà. Donc finalement ces informations qui sont distillées avec des fake news aussi à l'intérieur, hein, des trucs des positifs et des négatifs pour finalement orienter la pensée collective dans telle ou telle direction, et en tout cas finalement laisser les gens finir le chemin et les laisser aller finalement à l'objectif en ayant l'impression qu'ils y vont tout seuls. Donc Karma en Gémeaux, ça nous interroge sur notre réflexion personnelle, sur notre possibilité de voir derrière ce qu'on nous donne à digérer comme information, finalement, il y a quoi plus loin? Est-ce que finalement on est tous en conscience de l'information qu'on nous donne? Est-ce que la situation qui est présentée est le reflet strict de la vérité, ou finalement il y a un filtre et on incite la collectivité, puisque karma c'est du collectif, à pouvoir se diriger finalement vers telle ou telle direction. Là, le karma en Gémeaux, il va inciter plutôt la collectivité à prendre conscience de façon collective qu'il y a quand même des informations qui sont disséminées, qui ne sont pas forcément là en tant qu'information informative, j'allais dire, c'est-à-dire neutre, mais qui sont là pour construire quelque part des orientations beaucoup plus simples pour certains. Pour mémoire, le signe du Gémeaux, hein, dans lequel on a quand même Karma, Vénus, Soleil et le Nord, c'est sous la maîtrise de Mercure. D'accord? Mercure actuellement, il est en Cancer, donc signe lunaire. D'accord? Et donc lui, il nous donne, Mercure, une indication sur finalement ce qu'on va nous demander, sur la façon dont il va falloir qu'on se comporte et de la façon dont il faut qu'on axe notre raisonnement. Le Cancer, lui, il va parler, puisque Mercure est en Cancer, Mercure va nous parler de raisonnement intuitif. D'accord? Et donc ce raisonnement intuitif, il va finalement nous parler qu'on va devoir s'adapter à ce qui nous est proposé. D'accord? Le Cancer, donc ça va être la famille, ça va être l'alimentation, mais davantage en première zone nos capacités d'adaptation à ce qui nous est proposé. Mercure, donc en Cancer, est accompagné de deux planètes transneptuniennes utilisées dans l'astrologie uranienne. Donc, je fais une petite digression pour les astrologues uraniens, même si normalement on ne va pas regarder le zodiaque de cette façon-là. Donc je disais, Mercure va être conjoint à une des transneptuniennes qui s'appelle Hadès, d'accord,
qui donc Hadès, c'est ce qui est sale, ce qui est lié à la maladie, à la perte de vitalité, l'affaiblissement. Malgré tout, le côté positif, ça va être un intérêt réel pour tout ce qui est les responsabilités sociales. D'accord? Donc, volonté de s'occuper des problèmes importants, etc., etc. Donc, on voit que il va y avoir prise en charge par des petits groupes de réflexion. Finalement, il va y avoir la possibilité que certains réfléchissent réellement sur des prises de responsabilité sociale pour pouvoir les diffuser. Alors Mercure, il est aussi conjoint à Chronos, qui va donner effectivement, lui, euh, à ces groupes-là des idées de nouveaux décrets, des idées de nouveaux fonctionnements pour permettre, je dirais, cette adaptation dont on parle en fait, mais qui va poser cette adaptation de façon individuelle, qui va essayer de pouvoir lui donner un sens plus large et plus collectif. Donc c'est intéressant parce qu'on là on est sur des idées nobles de gouvernance. Donc ça mérite d'être quand même souligné. Alors revenons à notre pleine lune en Sagittaire. Hein. Cette pleine lune en Sagittaire, comme on le voit, elle est carrée à une espèce de petit amas en poisson qui est composé de Cérès, Nessus, autre astéroïde hein, comme Cérès, Mars et Neptune. Alors tout ça, évidemment, toute cette lunaison qui est carrée à cet amas en poisson, ça ajoute du flou, ça ajoute de la confusion. D'accord? Cérès, cet astéroïde-là, c'est la déesse des récoltes. Donc ici, on devrait normalement avoir des résultats de déconfinement qui soient très intéressants, puisque Cérès en poisson, ça ne peut nous parler justement de recherche sur les traitements, de recherche sur la maladie, etc., etc. Donc ça pourrait être tout à fait une récolte justement de premières informations, de premières études qui ont été justement abouties. Sauf qu'avec ce carré, on voit que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ici, on va se rendre compte de certaines idées qui, au départ de la pandémie, ont été amenées de façon très alarmiste. D'accord? Ces idées, notamment le taux de létalité par exemple, ces idées ont été revues depuis. On a toujours des chiffres tout à fait surréalistes. Par exemple, on ne sait pas trop ce qui compose ces chiffres du Covid et par extension, on se retrouve avec des chiffres des autres maladies qui devraient être relativement stables, qui ne le sont absolument pas. On a des décomptes complètement surréalistes des autres maladies, un décompte de la grippe à 72 morts, alors qu'on nous avait dit en début d'année qu'elle était hyper virulente, etc. Et que les grippes font au minimum 8000 morts par an, rien qu'en France. Donc on est sur des choses qui ne sont pas cohérentes. On a depuis le déconfinement une carte avec des zones rouges et vertes dans lesquelles les différences ne sont pas éloignées, ne sont pas cohérentes. Finalement, on a des zones vertes dans lesquelles on pourrait penser qu'elles sont vertes, donc tout est déconfiné, mais non, on ne peut pas accéder aux plages, on ne peut pas non plus se déplacer de plus de 100 km. Enfin, il y a des trucs. Dans les zones rouges, eh bien c'est pareil. Sauf que dans les zones vertes, en fait, on peut aller à l'école et pas dans les zones rouges. Mais en fait, si, dans les zones rouges, on peut quand même aller à l'école pour les petits. Ouais. Non mais c'est complètement, enfin, fallait vraiment avoir des énarques pour penser à ça. Hein. Et finalement, le, 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 le confinement qui a été imposé, finalement, on sort de là et on se retrouve avec des choses qui sont pas logiques. Il y a des clusters, alors après on ne sait pas, il y a eu des ruptures de masques, on n'en parle même pas, des écouvillons, c'était pas les bons qui sont arrivés. On ne part donc on récolte des choses qui sont avec ces restes qui ne sont pas à la hauteur.
clairement. Je ne parle même pas de cette histoire d'essai Discovery qui était soi-disant l'essai de l'année pour essayer de tester les molécules, etc. Le fait d'arriver sur un flop, un plouf dans l'eau, c'est quelque chose de terrible. Donc ça, on est sur quelque chose qui finalement effectivement n'aide pas finalement la façon dont on pourrait positionner une nouvelle forme de société, puisqu'il y a beaucoup trop de flou et surtout beaucoup trop d'incohérences. Mars qui est en poisson, comme on a vu avant, donc là on est toujours dans l'action invisible, ou l'action évidemment avec le poisson dans les hôpitaux, du côté de la maladie, du côté effectivement de la prise en compte d'un certain nombre d'autres pathologies, puisque voilà, on a une disposition très, très, très complexe d'autres pathologies à prendre en compte. Soleil, carré Mars, il y a quand même une défiance de l'autorité, il y a une défiance, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau Alors, ça s'exprime avec un Mars en poisson, ça s'exprime pas super violemment, hein, parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui n'est pas supporté au niveau de l'autorité, au niveau de ce qui est dit, hein, de ce qui est exprimé, avec un Soleil karma Vénus en Gémeaux, carré Mars en Poisson. Donc une action, on a vu, là, il va y avoir donc une espèce de discussion au sommet avec les hôpitaux pour pouvoir revaloriser le travail et les institutions. Donc on est dans le cadre effectivement de Mars en Poisson. Pour autant, ce carré avec Soleil, un Saturne rétrograde et un Jupiter rétrograde, on peut craindre que la vérité au sujet des hôpitaux ne soit pas du tout comprise et qu'on va avoir deux blocs qui vont essayer de se parler mais sans s'entendre, hein. Je crains que l'entente soit très complexe. D'autant que entre Cérès et Mars, il y a Nessus. Nessus qui est un autre centaure, mais qui est un cadeau, je dirais la symbolique du cadeau empoisonné. Il y a une espèce de trahison avec Nessus. Pour finir, la marche de tout ce petit amas se finit par Neptune en Poisson, qui bien évidemment va contribuer à l'augmentation de la confusion, confusion ambiante, incohérence des actions, impossibilité de fournir ou de produire quelque chose de propre, de net, puisque je pense qu'avec un Jupiter, faire des discussions constructives avec un Jupiter rétrograde et un Saturne rétrograde, il peut y avoir, alors si on imagine que les gens sont super voilà, positifs, on peut avoir des remises en cause. Malgré tout, le carré de Mars au Soleil me fait dire que de toute manière, il n'y a pas une volonté réelle d'écouter, et en tout cas pas une volonté réelle de supporter des agressions, des choses comme ça, des remises en cause. C'est pas tout à fait vrai. D'autant que cet axe poisson-vierge, comme on le voit sur la lunaison de Greenwich, c'est un axe dit intercepté. C'est quoi un signe intercepté? Alors c'est quoi un signe intercepté? Comme vous le voyez, dans la zone poisson-vierge, en fait, il n'y a pas de cuspide de maison. Ce qui veut dire que on se retrouve avec encore un axe de signe mutable. On était déjà dans la lunaison sur un axe de signe mutable, lune, gémeaux, donc de la pleine lune, qui était déjà dans une espèce de globalisation, d'indécision. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais là, dans ces discussions-là, c'est d'autant plus mis à un niveau qu'on n'arrive pas à appréhender ni à redescendre dans le concret, puisque là, on doit penser que cet axe, alors qu'on parle de l'hôpital et qu'on parle de l'action de service finalement aux autres,
C'est un axe aussi de signes mutables, et ce sont des signes tous les deux, hein, Vierge et Poisson, de service aux autres, hein, de dévouement, d'abnégation, même de sacrifice. Et donc le questionnement ici va être la reconnaissance de ce sacrifice qui a été donné à la nation, finalement. Et on voit que ce signe intercepté, il dit que finalement, il se place à un autre niveau et qu'il n'y a pas d'entente sur la reconnaissance et la revalorisation réelle demandée en fait par les soignants. Donc finalement, quelque part, on dit aux soignants, mais non, en fait, vous ne serez pas écoutés. La seule possibilité que vous aurez réellement, c'est de taper du poing sur la table et c'est de vous affirmer dans ce que vous voulez. Il faut avoir des gens qui vont discuter de ça, qui soient des gens très fermes, très, très clairs dans leur tête, pour essayer de désembuer l'enfumage ambiant. Et il y a une revalorisation qui passera par une espèce de positionnement et d'affirmation. Alors c'est en plus mis dans un axe 3-9, hein, donc la maison 3 étant la maison de la communication et la maison mercurienne, et le 9, celle de l'idéal et du Sagittaire. Donc là on reboucle sur notre lunaison entre la Gémeaux et la Sagittaire. Donc ici, finalement, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que cet amas planétaire en Poisson, il demande, en signe intercepté, il demande une certaine transformation des idées. D'accord? Il demande une certaine alchimisation de la situation pour finalement aller appliquer dans les services de la Vierge qui sont en face une certaine forme d'idéal qu'on a pu toucher du doigt finalement dans le très concret de ce qu'on a vécu au niveau de la pandémie. Finalement, la pandémie, pour certains soignants, elle a permis de toucher du doigt ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour que finalement ce service soit un réel service aux gens, soit un réel mode de fonctionnement pour traiter efficacement la maladie. D'accord? Donc il y a des médecins qui vont forcément adhérer à cette envie, à cette sollicitude. D'accord? Donc voilà, c'est un concept qui va être posé en tout cas assez rapidement. Alors les autres aspects intéressants de cette lunaison sont les lamas qui se reforment entre le Verseau et le Capricorne. Saturne, donc on l'a vu, est rétrograde depuis le premier jour du déconfinement, j'allais dire du dysfonctionnement, du déconfinement. Et il se rapproche donc du Capricorne, dans lequel il rentrera début juillet. Et donc on a ce relâchement social, hein, qu'on observe dans la rue et qui se matérialise avec un Saturne rétrograde en Verseau. Ici, Saturne, il fait une conjonction avec Pallas, l'astéroïde Pallas, qui également est rétrograde en Capricorne. Donc Pallas, c'est Pallas Athéna, hein, c'est une espèce de signification, de stratégie politique qui anticipe, qui est bienveillante, qui protège. Alors on l'a vu carafe de multiples fois, hein. La stratégie politique qui n'a pas été suivie, les masques, les écouvillons, tout ça, ça n'a pas été suivi. Donc on voit, bon là, elle est rétrograde, donc il y a une possibilité de remise en cause, de remise en question, de réflexion. Mais si c'était ça, ça serait le côté positif de la rétrogradation, mais non. Donc on va assister plutôt à l'abandon de toute stratégie parce qu'il va y avoir des loupés, et si on a cet abandon, on va basculer forcément, au lieu de basculer sur la réflexion, comme je vous l'ai dit, qui serait positive, on va basculer en mode panique, puisque Saturne, qui est rétrograde, va instiller du doute sur le plan social et va surtout encore ajouter du relâchement général. La conjonction, alors on voit aussi qu'il se reforme, mais en mode rétrograde, la conjonction Jupiter-Pluton
qu'on a vu le 5 avril se former et qui a généré une espèce de prolifération de la maladie. Alors, Jupiter-Pluton, c'est un petit peu des choses qui prolifèrent. Hein. Ça peut être les rats, la peste, les maladies, c'est ce qui est un peu dégoûtant qui prolifère, hein. La pourriture, etc. etc. Jupiter-Pluton, c'est également une certaine forme de légalisation de l'euthanasie, hein. On l'a vu avec le Rivotril, donc ça s'est formé à ce moment-là, hein. Et il y a eu un premier passage, donc le 5 avril, en mode direct. Donc on a vu ce que ça faisait. Et donc là, on va assister à un deuxième passage en mode je rétrograde. Alors la rétrogradation, ça marche comment, Monsieur Chevalet? Eh bien, quand vous avez un point sensible dans votre thème avec des planètes lourdes qui rétrogradent dessus, alors c'est plus visible avec des planètes lourdes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un premier passage en mode direct et vous avez des problèmes qui apparaissent. D'ailleurs, d'accord, des choses qui sont assez importantes, qui sont difficiles. Vous faites face, vous avez une première réaction. Alors vous réagissez bien évidemment avec vos acquis antérieurs. Et si c'est rétrograde dans votre thème, si la planète qui est transitée est elle-même rétrograde, vous allez avoir tendance à réagir avec un mode qui ne va pas forcément être le bon. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous obtenez une situation qui est chancelante. La planète lourde est passée en mode direct. Vous avez vraiment senti le vent de chaque côté de vos oreilles, mais vous vous dites, je pense que j'en suis sortie et que là, ça se stabilise et que je vais finir par voir le bout du tunnel. Kutchi. C'est pas ça. La planète se stabilise, juste après, pas loin après ou dessus pratiquement votre planète rétrograde ou vos points sensibles, et elle repart en arrière. Et là, quand elle arrive pile poil dessus, ou quand voilà, là vous avez le mode action rétrograde. C'est-à-dire que là vous avez un enchevêtrement de catastrophes en strates qui sont toutes ramifiées, toutes imbriquées entre elles, avec une idée de toute façon de fin du monde et que vous n'allez pas y arriver, d'accord, puisque, et surtout une occultation de toutes les portes de sortie. Parce qu'en fait, l'idée du truc, c'est de vous faire travailler cette énergie-là pour que vous puissiez passer à un autre mode de raisonnement et un autre mode d'action par rapport à cette énergie-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous boucher toutes les portes de sortie que vous pourriez avoir. On va vous laisser comme porte de sortie la seule qui soit sereine et qui soit possible, d'accord, et vertueuse par rapport à votre configuration. Donc c'est probablement aussi la plus difficile pour vous d'entrée de jeu instinctivement, d'accord? Donc globalement, en mode rétrograde, la réaction, elle est multiple, d'accord? Les problèmes s'enchevêtrent, c'est-à-dire que réellement, on a l'impression d'une aggravation, on a l'impression d'une multitude, on a l'impression de quelque chose qui vient nous noyer, hein, qui vient au-devant de nous et qui finalement est là pour... voilà, on est face à quelque chose qui est très 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 angoissant. On travaille plus ou moins longtemps en fonction de la durée de la planète rétrograde et elle finit par repasser en mode direct. Donc on a atteint un certain pourcentage de réussite de notre épreuve. Donc on sort d'une certaine façon de la situation. Alors, il y a possiblement des guérisons complètes, il y a également des choses qui ne seront pas réglées et qui réapparaîtront à la prochaine rétrogradation de la planète, voire certainement au prochain carré de la planète, qui fera avec ce point sensible. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu le 5 avril? On a vu un premier passage, Jupiter, une première formation, Jupiter-Pluton en mode direct, qui a généré une pandémie. En mode rétrograde, ils vont se reformer.
Donc on risque d'avoir une reprolifération de quelque chose, mais il ne faut pas oublier que la rétrogradation, donc toutes ces énergies-là rentrent en fusion, puisque les deux planètes sont rétrogrades. Attention, on va avoir des strates de choses. Donc peut-être qu'on va avoir une deuxième phase de maladie, mais pas que ça. C'est-à-dire que Jupiter, il ne faut pas oublier que c'est également le significateur de la loi, de ce qui est autorisé, des juges, des médecins, des avocats, des dirigeants et du secteur économique. Donc ici, cette globalisation d'énergie en mode rétrograde va pouvoir donner, je dirais, tout un tas de déliquescence de l'État, d'accord, et un espèce de potentiel pourri de gestion économique qui va faire que finalement on aura beau donner de l'argent à certaines grosses entreprises, ça n'empêchera pas ces mêmes entreprises de restructurer et de foutre en l'air un certain nombre de postes, d'emplois, alors même que l'État n'y pourra strictement rien. Donc on va assister en mode rétrograde, hein, puisque l'action du coup elle est très très inhibée. On assistera forcément à ce moment-là à de façon complètement impuissante à des actions et à des décisions. D'accord? Donc ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on ait des proliférations d'actions de gouvernance, puisque Saturne n'est pas loin, des proliférations d'actions de gouvernance économique, qui peuvent être également désastreuses, puisqu'avec des modes rétrogrades, on ne se rend pas compte, on est en mode panique et on ne va pas se rendre compte forcément des conséquences des actes dans un premier temps. Qui plus est, je vous rappelle qu'avec cette Vénus-Soleil rétrograde, on est sur une idée de masquer ce qui se passe. D'accord ? Cet amas est opposé à une autre transneptunienne qui est Vulcain et qui donc nous donne un indice également sur Vulcain, c'est l'impossibilité de maîtrise. C'est qu'on ne voit pas les conséquences des actes, d'accord ? On n'est pas dans... Il y a des contre-coups violents, d'accord ? Vulcain va avoir aussi une notion d'accroissement des problèmes, de pathologie, d'accord, donc, et de mise en évidence des dysfonctionnements. Donc on va avoir la possibilité d'avoir une espèce de violence contenue qui ne s'exprimera pas forcément maintenant, mais puisque tout le monde est en mode rétrograde, globalement, mais ça n'empêche pas que cette opposition Vulcain va faire bouillir un certain nombre de choses, d'accord ? Il va y avoir des à-coups. Alors ça peut, Vulcain aussi peut agir dans certains accidents, des fièvres, des coups de chaud, des éruptions volcaniques aussi bien évidemment, et aussi des épidémies pour que d'un seul coup ça reprogresse. Bon. Donc avec Vulcain et cette opposition, et c'est ce mode rétrograde, on a clairement un problème de limite, donc qui est accentué par nos problèmes de confusion, et clairement on va trop loin. On va aller jusqu'à un moment donné où on ne se rend pas compte de ce qui se passe et le truc casse. D'accord ? C'est ça Vulcain, c'est qu'en fait, il y a une espèce de grande puissance, une grande force énergétique, donc on tient, puis la vibration, le truc, et d'un seul coup, paf, ça cède. Et ça cède pas gentiment, ça cède, ça casse d'un seul coup. On est Vulcain, hein, c'est les forges, hein, donc on est vraiment dans quelque chose qui va casser d'un seul coup. Donc ce sont des détails qui nous sont donnés par les transneptuniennes, hein. C'est pas de l'astrologie traditionnelle. Cependant, je remarque entre les astéroïdes et certaines transneptuniennes, on a quand même des indices qui peuvent nous permettre d'affiner un certain nombre de ressentis ou d'impressions que nous donnent déjà les planètes en astrologie traditionnelle. C'est pas tout. Cet amas opposé à Vulcain, il est également carré à une autre transneptunienne qui est Apollon. Et donc on a encore Apollon, c'est la multiplicité, c'est
c'est aussi les syndromes d'épuisement. Il y a une espèce de propagation, d'accord? Il y a quelque chose qui commence à se comprendre, d'accord? À se voir, d'accord? Et ça peut être un stress aussi qui se propage comme ça avec Apollon, hein, d'accord? En tout cas, Apollon, donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est Jupiter plus le signe des Gémeaux. Donc, on a une propagation, une accentuation. Donc, la composante de Jupiter, donc d'accumulation et surtout d'inflation, hein, d'exagération, qui va s'allier au signe des Gémeaux, qui est très important pour notre lunaison. Donc, une amplification, une complication et certainement pas mal d'éparpillement et de sources d'erreurs grossières de diagnostic. Donc, probablement, cette lunaison nous annonce un certain nombre de problèmes en cascade. D'accord? Voilà. Donc, ce message de la pleine lune, pour finir, il est clairement revoyez vos modes de relation. Comprenez où est l'idéal de ce que vous voulez vivre, et si ce n'est pas visible directement, essayez de comprendre où est la vérité, en tout cas votre vérité, essayez de voir là où on veut vous guider au-delà de l'information qu'on nous dit, d'accord, qu'on nous donne. C'est fait pour nous orienter, c'est fait pour nous diriger, nous rendre le raisonnement plus simple, mais qu'est-ce que finalement, à qui ça simplifie réellement les choses, d'accord? Donc c'est ça qu'on nous demande, c'est réfléchissez, votre idéal, votre soif de liberté qui est montrée par la lune en Sagittaire, il va s'exprimer comment s'il y a de la distanciation sociale tout le temps et que de ce fait-là, dès que quelqu'un veut faire quelque chose, aller marcher, courir sur la plage, ça va déjà plus. Voilà, c'est ce qu'on vous demande avec cette pleine lune en Sagittaire. Alors, très très rapidement, là je suis déjà très très loin de l'objectif fixé au niveau du timing, la numérologie. Cette pleine lune a lieu le 5 juin 2020, ce qui nous donne 5 plus 6 plus 4, c'est-à-dire 15, et on tombe sur le diable. Alors on parle de manipulation de l'information, le diable évidemment c'est le symbole de la manipulation par excellence, d'accord? Donc ici, quand on parle de manipulation, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentiment, on manipule pour son intérêt propre, d'accord? D'ailleurs, le diable, c'est aussi les très gros volumes d'argent. Donc c'est bien ce qu'on voit aussi avec cette Vénus rétrograde dont on a parlé. Il y a probablement aussi de très gros volumes d'argent qui sont manipulés et qui ne sont pas que manipulés pour aider, qui sont aussi manipulés dans l'intérêt de quelques-uns. C'est ce que signifie le diable. Le diable, c'est aussi Lucifer, c'est donc le porteur de lumière, un des anges déchus. Dans cette zone-là, on peut aussi s'interroger, dans cette période troublée, à ce qui va apparaître comme lumineux pour le commun des mortels. C'est-à-dire ne pas confondre la lumière divine, entre guillemets, que chacun peut avoir avec finalement une lumière de gourou. Voilà, on ne doit pas, on doit vraiment se poser la question d'avoir une vraie lumière et pas une fausse lumière qui va nous engager, nous emmener sur un chemin qui n'a pas de sens, d'accord, une impasse. L'annonce de ce diable, ça met en garde aussi contre la facilité à se laisser mener par finalement nos instincts et nos peurs, d'accord? Parce que on ne peut pas réfléchir quand il y a trop de peur. Au niveau individuel, c'est une période qui peut être stressante aussi pour des problèmes économiques, hein, et donc on va avoir tendance à voir les choses de façon très négative, très noire. Dans la carte qu'on voit, il y a le diable qui a enchaîné deux petits personnages
qui sont évidemment, chaque fois on dit qu'ils sont enchaînés par leurs instincts et leurs passions, mais ils sont également enchaînés par leur peur. Ils sont enchaînés par leur peur et ça va permettre au diable de les diriger, de les utiliser pour son intérêt à lui propre. D'accord? Dans cette carte, il y a aussi beaucoup de colère, hein, beaucoup de violence, beaucoup de problématiques de passage à l'acte. D'accord? Donc attention à cette énergie qui est forte et qui est surtout totalement irréfléchie. Hein. Il n'y a pas de. On peut se laisser entraîner dans quelque chose qui va être totalement négatif. Alors, comme on me dit que chaque fois j'utilise que les sous-nombres et que voilà, 15, c'est 6. Mais c'est pas n'importe quel 6, c'est le deuxième 6. Le premier 6 étant l'amoureux. On est d'accord? Donc on n'est pas sur un 6 qui vibre au même niveau que le 6 de l'amoureux. Donc il ne vibre pas en 6 en réalité, il vibre en 60. Et on va retrouver la lettre Samek de l'alphabet hébraïque. Donc 6 au démarrage de l'amoureux, c'est finalement le libre arbitre. C'est le choix presque physique, d'accord? C'est l'hésitation. Donc il y a un choix finalement au niveau de l'amoureux simple entre finalement la raison et les sentiments. Hein, on reste sur cette optique-là. Le 15-60, lui, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de symbolique d'une aptitude supérieure à choisir et à argumenter pour ensuite imposer ses choix aux autres. Donc il y a eu une construction, il y a eu déjà tout un parcours de fait, et c'est cette autant ce choix 6 de l'amoureux c'est simple, autant le 15-60 va vraiment être après l'épreuve de choix du 6, puisqu'on suppose que le 6 a été réussi, qu'on a fait ensuite du 7 au 14, et qu'on est ici capable de choisir et qu'on comprend ce qui se joue derrière. Donc le 15-60 fait partie finalement de façon alchimique dans le tarot, du haut du corps, et à ce titre, il va ouvrir le choix à un autre niveau. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix d'âme qu'on nous demande de faire. L'âme doit choisir son incarnation et son évolution, et pas sa perdition. D'accord? C'est vraiment ce choix de l'âme qui est indiqué par le diable. D'accord? Au niveau des arcanes, finalement, ensuite, une fois qu'on a réussi à comprendre ce choix vertueux de l'âme, on va pouvoir passer finalement aux arcanes célestes qui sont le 17, 18 et 19. Mais si on n'a pas réussi ce choix de l'âme, finalement, on va tomber sur des choix complètement égotiques et des choix de manipulation générés par le côté obscur du diable. Et finalement, on va tomber sur le 16 de la tour, hein, après, qui fait que notre construction matérielle s'écroule. Bon. La dernière partie du chemin avec finalement les process énergétiques des 17, 18 et 19, donc de l'étoile, de la lune et du soleil, donc finalement des arcanes célestes, vont passer ensuite par une dernière renaissance. D'accord? Une fois qu'on a découvert tout notre côté et accepté notre côté céleste, on va avoir le 20 du jugement qui arrive, dans lequel on va intégrer à la fois un nouveau corps, puisqu'on le voit sur la carte, on renaît, c'est une dernière renaissance pour finalement être incarné dans l'univers par rapport à ce qu'on est au niveau du 21. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la lettre hébraïque du Samek qui vibre, elle, à 60, hein, on est sur un... le Samek, ça veut dire soutien, et à l'origine, son dessin, ce sont des arêtes de poisson. Donc avec la centrale et puis 3 petites branches de chaque côté.
Donc en fait, au départ, c'était positionné comme ça verticalement, et donc ça faisait aussi référence à l'arbre de la tradition. D'accord? Finalement, c'est une espèce de chemin qu'on suit parce que c'est comme ça, parce que finalement la tradition l'a dicté, et que au risque de se faire enfermer par cette tradition, voilà, on nous empêche de regarder ailleurs. Et donc finalement, Samek, c'est le destin qui nous enferme dans ce qui a été déterminé au départ. D'accord? Donc la notion de soutien et d'appui du Samek, évidemment, c'est issu de ce squelette de poisson. Le squelette, il soutient la chair. Donc on va effectivement lui donner cette notion de soutien. C'est pour ça qu'on va le rapprocher dans la genèse de la côte d'Adam, qui explique que pour Ève, c'est l'os de ses os, la chair de sa chair. Donc on est vraiment sur cette énergie-là. Les barres horizontales dans ce Samek sont les 3 degrés de l'âme qu'on incarne ici, qui sont détaillés dans la Torah, qui sont la première, la Nefesh, la Roua et la Neshama. Donc qui se fixe sur finalement une espèce d'axe central qui leur permet une espèce d'attache. Alors au niveau de la forme, on voit que maintenant Samek, c'est plus du tout la même forme, c'est une forme finalement de serpent qui se mord la queue, c'est très fermé, et c'est un cercle noir qui va contenir une espèce juste en dessous de cercle blanc. Le cercle blanc évidemment étant la contrepartie divine de ce cercle noir symbolisé par le matériel. D'accord? Et donc autant le cercle noir va contraindre le cercle blanc finalement à rester dépendant de lui. D'accord? Donc dans le Zohar, pour finir, quand le Saint béni soit-il a demandé à Samek de se présenter, il s'est présenté, mais il lui a dit je ne peux pas accepter ta demande parce que c'est à cause de ta destination que tu dois rester là. D'accord? Si tu t'enlevais de là pour opérer la création du monde, qu'adviendrait-il de ceux qui s'appuient sur toi pour ne pas tomber? Donc en fait, on a, je dirais, dans ce Samek, donc, qui est l'énergie, la même énergie que celle du diable, on a cette matière hein, qui vient quand même s'auto-générer avec une certaine puissance de vie et qui permet justement à tout le monde de tenir et de se régénérer. Donc on voit les côtés positifs et négatifs. Alors après, il y a l'aspect négatif biblique qui est projeté bien évidemment dessus, mais c'est également l'aspect énergétique de transformation et d'alimentation énergétique qui est souligné par la lettre hébraïque Samek, le fait de soutenir malgré finalement, attention à l'enfermement si on n'y prend pas garde, si on ne comprend pas ce qui se passe et si on ne peut pas finalement intégrer les choses qui se passent. Voilà, ben, j'étais un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que vous prenez tous soin de vous, que vous comprenez cette période qui est très troublée et qui peut, avec toutes ces planètes rétrogrades, y compris Vénus, susciter des hésitations dans votre entourage, chez vos proches, chez vous-même. Encore une fois, cette période est une période charnière qui va continuer à nous ouvrir sur d'autres phases qu'on verra en temps et en heure, parce qu'on n'en est qu'au début. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vos questionnements. Ne basculez pas dans la négativité. C'est pas ce qu'on cherche à vous faire comprendre. Donc surtout, on cherche à vous soutenir. C'est ce que dit Samek. Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé. Demandez-le et puis restez vraiment, cultivez la sérénité, cultivez la douceur et la paix. Parce que je pense que c'est des choses qui vont nous permettre de prendre toutes les décisions qu'on aura besoin de prendre avec le plus possible de recul.
Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.